Merci à M. Krumbach, qui est directeur de recherche à l'INRIA, qui co-dirige également l'Institut des systèmes complexes auprès de l'École nationale supérieure de Lyon et qui est bien évidemment spécialiste des données. Donc, merci à vous, M. Krumbach, de venir à nous pour nous parler de ces données et de leur impact. Merci. Bonjour. Donc, l'objectif de mon intervention est d'essayer de montrer l'influence des données sur l'économie, sur la société en général, et ce que les données changent dans la manière de prendre des décisions et aussi dans les rapports entre les agents. Alors, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ce sujet, parce que le numérique est omniprésent aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur d'activité qui n'inclut pas dans sa rhétorique le mot numérique, et en même temps, on ne sait pas trop ce que recouvre le mot numérique, ce que ça veut dire. Est-ce un problème de technologie? Quelle est la différence entre le numérique et l'informatique? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce juste un nouveau vocable? Il n'y a pas très longtemps, on parlait des technologies d'information ou des technologies de l'information et de la communication. En France, on parlait même des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un vocable qui a disparu aussi rapidement qu'il est apparu, ce qui arrivera aussi au vocable des big data. Alors, ce que je voudrais vous montrer, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de très fondamental qui se passe avec les données, qui est véritablement un changement radical, qui se manifeste aujourd'hui sous des tas de formes différentes, qui prend des formes différentes, d'où l'ambiguïté du mot numérique, mais que la cause de ces transformations qu'on associe souvent à la révolution numérique, elle est essentiellement unique, elle est liée aux données, au fait qu'on est capable aujourd'hui de produire ou de récolter, d'accéder, de traiter une masse de données considérable. Et donc on a un effet quantitatif qui aboutit à un changement qualitatif qui est fondamental. Alors, je voudrais essayer, en fait, à la fois de vous montrer des mécanismes précis de pourquoi les données, effectivement, ont changé la donne ou changent la structure de la société ou de l'économie, et puis, en même temps, dire des choses plus vagues, qui sont plus de l'ordre des intuitions, pour permettre de comprendre les mécanismes qui sont là ou les mécanismes qui pourraient être là demain. Alors, pourquoi seulement des intuitions? Parce que au fond, on est au début d'une transformation majeure et on ne sait pas grand-chose. Google a été créé il y a 20 ans. Il est dans le paysage et ça paraît aujourd'hui un élément majeur de la société d'aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, il n'était pas là. Et il y a 20 ans, il était assez difficile de s'imaginer ce que serait Google aujourd'hui. Le fameux article sur le Bitcoin et donc tous les développements de la blockchain datent d'il y a 10 ans. Là aussi, c'était très difficile il y a 10 ans d'imaginer l'impact de la blockchain et c'est assez difficile aujourd'hui d'imaginer le futur. Donc en fait, ce que je voudrais vous donner, c'est des éléments à la fois tangibles, mais aussi des intuitions sur cette transformation. Alors, il y a 3 aspects, à mon sens, fondamentaux qui vont guider ma ligne de pensée tout au long de cet exposé. Le premier, c'est la question du paradigme et du changement de paradigme. On est en train de changer de paradigme un peu à la manière d'une révolution scientifique. Quand Copernic a l'idée de mettre le Soleil au centre du système, on ne mesure pas tout de suite les conséquences que ça va avoir et il est difficile de s'approprier cette proposition qui est assez contre-intuitive. Il faudra Galilée, puis Kepler, puis Newton pour à la fois s'abstraire des règles des systèmes d'avant Copernic et puis
introduire de nouvelles lois, les lois de la physique, et comprendre la force du système. Et puis, évidemment, mettre le Soleil au centre aura plein de conséquences, pas seulement en physique, mais globalement dans la perception qu'on a du monde. Donc, il se passe quelque chose de cet ordre avec les données. On le voit un peu dans le vocabulaire qui est utilisé de vieux mondes et nouveaux mondes. On voit qu'il y a des nouvelles formes de pensée, des nouvelles formes de compréhension du monde. C'est vraiment ça dont j'aimerais vous donner une intuition. Le deuxième point, c'est la question du pourquoi. On a tous le sentiment que la révolution numérique est un événement, est une étape importante. Certains anthropologues pensent d'ailleurs que c'est une étape vraiment fondamentale de l'histoire de l'humanité. Pourquoi elle a lieu? Pourquoi elle a lieu maintenant? Est-ce qu'elle résulte simplement d'un développement technologique qui a permis, etc., etc. Mais c'est difficile à croire que la technologie suffit à expliquer la révolution numérique parce que la vitesse d'adoption des nouveaux usages est clairement liée à autre chose. Alors, il y a une autre révolution, un autre changement majeur dans la perception que nous avons du monde qui se joue exactement en même temps que la révolution numérique, qui est la fin de l'abondance, le réchauffement climatique, le développement dans un écosystème naturel qui n'est plus si favorable qu'il l'a été à l'humanité et qui va peut-être devenir beaucoup plus compliqué. Ces deux révolutions ont lieu en même temps, sont contemporaines et sont probablement fortement liées. En tout cas, elles se joueront l'une avec l'autre. Le troisième point que je voudrais faire, c'est cette question que les physiciens nomment tipping point, ou point de basculement. On a un système qui est à peu près stable. On peut en modifier un certain nombre de composantes. Il évolue. Et puis, si on modifie plus certains paramètres, eh bien, il s'effondre et il va rentrer dans une zone de turbulence et retrouver un nouvel état stable. Alors, ce vocabulaire est beaucoup utilisé à propos du climat. La question de savoir si nous avons dépassé un tel stade, mais clairement, elle se pose à propos du numérique. Est-ce que nous sommes rentrés dans une autre organisation de la société que celle qui précédait? Et j'aurais tendance à le croire. Et ces mécanismes-là sont irréversibles. Il y a un avant le numérique et un après l'introduction du numérique. L'actualité abonde en événements d'importance variable qui ont à voir avec le numérique. Je voudrais citer quelques faits de l'actualité récente. Le premier est totalement anecdotique et peut-être pas tant que ça. Il y a une trentaine d'années, le corps d'une fillette était retrouvé dans un fossé le long d'une autoroute. Elle est connue sous le nom de la petite martyre de la 10. Son corps était mutilé. Les parents n'ont jamais été retrouvés. Et puis, l'affaire refait la une de l'actualité le mois dernier, pour une raison tout à fait anecdotique, qui est que le frère de cette fillette est arrêté pour délinquance. Ses empreintes génétiques, sont saisies, enregistrées dans le fichier national des empreintes génétiques, et le match est fait avec l'empreinte génétique de la fillette, qui n'avait pas été prise à l'époque, mais relevée beaucoup plus tard, longtemps après sa mort. Et donc, on a quelque chose de nouveau. Au fond, cette histoire est très anecdotique. On va donc identifier les parents qui sont arrêtés, etc. Mais quelque chose change fondamentalement ici. Avec la biométrie, avec la capacité d'identifier les personnes, qui pour l'instant, dans le fichier des empreintes,
génétique en France ne concerne que les délinquants, mais s'étend petit à petit à tout un tas d'autres repères biométriques, eh bien, nous aurons une identification scientifique, démontrable, et qui change beaucoup de choses dans la société. Par exemple, si on se souvient à la manière dont la résistance s'organisait pendant l'occupation en faisant des faux papiers, eh bien, c'est du passé. Ce n'est plus possible de faire des faux papiers. Parce que la preuve d'identité n'est pas associée à un objet matériel, elle est associée à une information qui est stockée ailleurs. Alors on pourra toujours hacker les systèmes de la police, mais ça demandera des compétences assez différentes de celles de faire des faux papiers. Donc on touche en fait à une question assez fondamentale qui est la quantité d'informations, la quantité de connaissances qu'on a sur la société et ce qu'elle permet, ce qu'elle implique, ce qu'elle permet en particulier comme résilience. Un autre élément, je prends un autre exemple d'actualité, la série de révélations qui ont touché Facebook sur la fuite de données ou le mouvement, j'emploie fuite dans un sens extrêmement neutre, vers d'autres acteurs, vers Cambridge Analytica en particulier, mais aussi vers les équipementiers de smartphones qui recueillent ou qui ont pu recueillir également les données des échanges que nous avons sur nos smartphones avec Facebook. Et en particulier, ce qui a suscité une certaine polémique, c'était le fait qu'un équipementier chinois, Huawei, ait en fait accès aux données Facebook des utilisateurs qui utilisent des terminaux Huawei. Ces polémiques sont nombreuses, elles vont rester nombreuses. En fait, on ne sait pas, et c'est très difficile à démontrer, qui accède à quelles données, qui a accès aujourd'hui à quelles données. On ne peut pas saisir un objet et puis l'analyser et démontrer quelque chose, c'est de l'ordre de l'intangible. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ça n'ait pas eu de conséquences, cette série de révélations, au fond, n'a pas de conséquences très fortes sur Facebook. Ça ne baisse pas ni la capitalisation, ni, au moins sur le long terme, ni le nombre d'utilisateurs. Un autre point, la directive sur le droit d'auteur au Parlement européen, pour laquelle, qui ne recueille pas un vote favorable du Parlement, et qui voit s'opposer les opérateurs du vieux monde, si je puis m'exprimer ainsi, et ceux du nouveau monde sur le rapport au droit d'auteur, et qui est la énième manifestation de conflits qui durent depuis déjà un certain temps et qui vont perdurer encore, dont on peut citer les conflits autour de Google News, autour de Google Books, ou tout un tas d'autres conflits sur la gestion des droits d'auteur et des droits de manière générale. Et puis enfin, un dernier exemple, j'ai pris volontairement des exemples dans des spectres très différents. Parcoursup, donc l'algorithme qui affecte les bacheliers vers des universités, et qui est un algorithme ancien, qui a plus de 50 ans, qui a été assez largement utilisé pour un grand nombre de matchings, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la santé, et dont l'objectif est d'être capable de matcher efficacement et suivant certains critères ou choix économiques ou politiques, un grand nombre d'individus vers soit d'autres individus, soit donc un matching de 1 vers 1, soit vers des institutions, comme dans le cas des écoles, où une école accueille de nombreux élèves. Et ce qui est intéressant dans la polémique qui émaille la première application de ce nouvel algorithme dans le système français, c'est l'importance qui est accordée au code, à l'algorithme lui-même. C'est-à-dire que dans la discussion autour de Parcoursup, bien sûr, les éléments politiques
du choix qui sont faits par Parcoursup sont invoqués, critiqués ou défendus, mais le code est aussi souvent un objet de polémique. Et d'ailleurs, le gouvernement français a fait le choix d'avoir un code ouvert, donc les sources sont ouvertes et on envoie au casse-pipe la responsable de ce code pour justifier des choix du code. Et là, on a à mon sens une confusion entre l'informatique et le numérique, c'est-à-dire que Parcoursup repose sur un code logiciel, il aurait pu aussi être fait à la main avec beaucoup d'efforts. Et la question, c'est est-ce qu'il est justifié en tant qu'algorithme d'un point de vue informatique ou est-ce qu'il est justifié d'un point de vue des choix sociaux qui sont faits derrière? Et là, il règne aujourd'hui une confusion qui règne dans beaucoup de domaines entre les algorithmes et l'impact ou ce qu'on en fait. Alors, je voudrais mettre le projecteur sur 5 aspects différents de ces questions du numérique. En premier, je voudrais vous parler des aspects plus technologiques, à la fois les couches basses, les technologies physiques, et puis jusqu'aux couches hautes qui sont les enjeux des algorithmes et qu'est-ce qu'un algorithme. Ensuite, je voudrais vous parler d'intermédiation. Donc, ce mécanisme de mise en relation de deux personnes ou de deux acteurs qui vont échanger et qui est, à mon sens, le nerf de la guerre dans la révolution numérique et qui est d'ailleurs l'activité principale des plateformes, des premières plateformes mondiales dont nous sommes utilisateurs. Je voudrais après vous donner des intuitions. Donc, j'ai dit que la révolution numérique était quelque chose de l'ordre d'une révolution copernicienne, qu'on rentrait dans un nouveau paradigme. Et donc, je voudrais vous donner des intuitions sur ce que j'entends par nouveau paradigme, et en particulier sur l'effondrement des frontières, toutes les frontières, y compris les frontières nationales des pays, quelque chose qui revient régulièrement aussi dans l'analyse. Quelques mots de géopolitique, juste parce que le numérique n'est pas du tout uniformément, ou la puissance numérique n'est pas du tout uniformément répartie sur la surface de la Terre. Et puis, finalement, je voudrais parler de société du contrôle dans une perspective un peu long terme, à la fois en revenant dans l'histoire et en regardant le futur, et en essayant de s'abstraire des questions brûlantes du moment. Alors les technos, je commence donc par la partie technologique. Il y a fondamentalement deux couches, une couche d'infrastructure physique et puis une couche du traitement de la donnée. L'infrastructure physique, c'est essentiellement 3 choses. Des machines pour récolter des données, des machines pour transporter la donnée et des machines pour stocker la donnée. Alors les machines pour récolter la donnée, c'est des capteurs, il y en a partout, on en a chacun un dans la poche. Je suppose qu'il y a des caméras de surveillance dans cet établissement, il y en a plein la ville. Les machines industrielles sont de plus en plus équipées de capteurs, mais ce ne sont pas seulement les espaces urbains et peuplés qui sont équipés de capteurs, mais aussi les campagnes, l'agriculture, et aux États-Unis en particulier, une bonne partie de la production céréalière américaine est aujourd'hui, dispose aujourd'hui de capteurs dans les champs. Donc, le premier aspect, c'est véritablement les machines qui recueillent la donnée et qui, en fait, en temps réel, informent de l'état du monde, du mouvement des personnes, de leurs échanges, de leur activité, etc. La deuxième composante, c'est les tuyaux. Et donc ça, c'est une infrastructure physique sur la surface de la Terre. C'est essentiellement des câbles sous-marins.
un petit peu de transmission satellitaire, et puis des opérateurs de télécom qui permettent d'arriver jusqu'aux points finaux que nous sommes. C'est un opérateur de télécom qui lie mon smartphone au réseau mondial. Et puis finalement, des centres de données, et là on a une architecture très particulière dans des centres de données qui sont aujourd'hui extrêmement concentrés, des immenses, dont vous avez tous les images en mémoire, mais des très très gros centres de données qui savent gérer la donnée, résister aux attaques, etc. Là-dessus, tout ça pour porter des données. Quelques mots sur les données. Leur quantité augmente de manière exponentielle, et cette augmentation de la quantité des données aboutit à un changement qualitatif. Là où nous avions autrefois affaire, pour l'administration par exemple, à des informations statistiques sur une population, ou bien à des échantillons de population dans des expériences de santé par exemple, eh bien, nous sommes aujourd'hui en présence des données de l'ensemble de la population. Nous n'avons plus nécessairement besoin de statistiques sur la population, puisque nous allons extraire des statistiques de l'ensemble de la population, mais nous avons aussi accès aux informations qui concernent chacun des individus. Et donc, il est possible de gouverner en connaissant non pas seulement une information extraite de haut niveau, mais une information précise sur chacun des individus et d'interagir avec chacun des individus. Alors, beaucoup de choses changent au niveau des raisonnements, de la manière de raisonner. On n'est plus nécessairement dans des systèmes de causalité, mais dans des systèmes de corrélation. Il suffit de voir que sur les données, certains phénomènes vont ensemble sans être capable de les expliquer et d'exploiter le fait que ces phénomènes sont corrélés, et d'agir grâce à ces corrélations sans avoir une explication, ce qui a conduit un certain nombre de gens à penser que les théories étaient devenues obsolètes et qu'on pouvait se baser directement sur les données. On voit de plus en plus se développer des raisonnements inductifs à partir des données plutôt que des raisonnements déductifs. Et dans la sphère politique, on entend un certain nombre de gens dire que, eh bien, ils ont les données, ils gouvernent en fonction des faits et non pas en fonction des idéologies. Et donc on voit ce phénomène assez global de croyance. Enfin, on a accès aux données et on a une forte croyance dans l'objectivité des données. Alors les données, ça ne sert à rien si on n'a pas d'algorithme. Et sur les algorithmes dont on parle beaucoup, qui suscitent autant de polémiques, d'enthousiasme, de peur, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière dans l'histoire et de regarder ce qu'il en est aujourd'hui des algorithmes. Les algorithmes remontent loin dans l'histoire. Les algorithmes sont des processus de calcul à l'origine mathématiques et fondamentalement mathématiques, avec des capacités de répéter, d'itérer des opérations. C'est au fond des choses très très simples. L'algorithme d'Euclide pour calculer les diviseurs de 2 entiers date donc de l'Antiquité. Et puis, tout au long de l'histoire des mathématiques, on va développer des algorithmes pour extraire les racines carrées, résoudre des systèmes d'équations, ou bien calculer les décimales de pi, etc. Le mot algorithme, d'ailleurs, rend hommage à un mathématicien perse important dans l'histoire des mathématiques, important pour nous aussi, parce que c'est par ses œuvres que la notation décimale arabe des nombres arrive dans le monde latin. Donc quelque chose d'assez important, parce que c'est assez difficile de raisonner sur des chiffres romains. Les algorithmes vont se développer et devenir un sujet en mathématiques absolument fondamental au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que à la fin du XIXe siècle,
les mathématiques vont se trouver dans une crise de fondement et essayer de montrer, en particulier dans le cadre du programme de Hilbert, qu'on pouvait mathématiser la mathématique et formaliser le discours mathématique. Et puis, ce sera un sujet extrêmement actif au début du XXe siècle qui aboutit dans les années 30 à deux résultats très importants. Le premier, c'est la machine de Turing, qui est une formalisation de ce que c'est qu'un algorithme. Et puis le second, c'est le théorème d'incomplétude de Gödel, qui est là aussi à nouveau un changement de paradigme dans les mathématiques, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont impossibles et on peut le démontrer formellement. Donc, une réflexion, si je reviens là-dessus, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans une réflexion sur la capacité des algorithmes. Est-ce qu'un algorithme peut remplacer un juge, par exemple, et prononcer des jugements ou pas? Mais il y a un siècle, on se demandait en fait si on pouvait tout résoudre en mathématiques par des algorithmes, et la réponse, c'est non. Après les années 30, on va rentrer dans des études de plus en plus précises sur l'algorithmique et aborder les questions de complexité. Donc il y a des problèmes qui sont très complexes, très difficiles à résoudre, pour lesquels il faut beaucoup de temps calcul ou beaucoup d'espace mémoire. Ça va donner lieu à énormément de travaux parce que certains des problèmes utiles pour la société sont complexes à calculer et il va falloir trouver des moyens pour le faire quand même. Et donc on va, pour régler ces problèmes de complexité, développer des méthodes approximées qui ne sont pas la solution la meilleure, mais une solution acceptable et qu'on sait calculer dans un temps raisonnable. Il y a des problèmes très simples, par exemple l'ordonnancement ou l'affectation des cours dans une école où il y a un certain nombre de salles, un certain nombre de cours. Ce n'est pas un problème simple. Mais la complexité peut aussi être exploitée positivement. Et c'est ce que vont faire les gens qui cherchent à communiquer des informations de manière secrète. Donc toute la cryptographie, donc l'encodage de messages, pour les garder secrets, est lié à la complexité des algorithmes, c'est-à-dire que le décodage, en fait, requiert une capacité de calcul beaucoup trop grande et donc permet de garantir avec une assez forte probabilité que le message ne sera pas décodé. Alors ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui potentiellement mis en péril par de nouvelles capacités de calcul et en particulier les machines quantiques qui rendraient obsolètes l'ensemble des algorithmes de cryptographie qui sont utilisés aujourd'hui et l'ensemble des choses qui ont été cryptées par le passé. Alors les algorithmes, des choses simples et puis pas si simples en fait. Aujourd'hui, il y a des algorithmes partout. Certains de ces algorithmes ou de ces suites algorithmiques, j'emploie le mot algorithme dans un sens un peu général, sont en fait extrêmement complexes et nous ne savons pas les vérifier en fait. Nous ne savons pas prouver formellement qu'un algorithme fait ce qu'on pense qu'il fait, d'une part, et d'autre part, humainement, c'est au-delà des forces du cerveau humain. On le voit dans un certain nombre d'accidents aujourd'hui. Le célèbre accident d'Ariane 5 en 1996, dû à un bug de programme, mais de plus en plus d'accidents sont dus non pas à des problèmes de matériaux ou de mécanique, mais à des erreurs de code. Et en fait, les algorithmes sont les réalisations humaines les plus complexes, mais elles dépassent aujourd'hui notre capacité à les vérifier. Pour donner un exemple, l'ensemble de la suite algorithmique de Google que nous utilisons fait 2 milliards de lignes de code. Personne ne sait lire, ne sait vérifier 2 milliards de lignes de code de manière sûre, d'où l'ensemble des problèmes auxquels on assiste aujourd'hui. Donc on est en face de quelque chose qui échappe à l'intelligence humaine d'une certaine manière, et vous le savez, les machines commencent elles aussi à développer des algorithmes, et ceci m'amène à l'intelligence artificielle.
Une étape de plus qui a suscité énormément qui a inspiré énormément d'auteurs dans le domaine de la science-fiction et qui est une étape extrêmement importante. En 1997, les algorithmes battent l'humain aux échecs, donc la machine d'IBM contre Kasparov, et puis 20 ans plus tard, donc l'année dernière, les algorithmes de DeepMind battent le champion du monde au Go, le Go dont on pensait que la combinatoire serait inaccessible à la machine et que seul le cerveau humain était capable de la traiter. C'est perdu, c'est la machine maintenant qui gagne. Et beaucoup de secteurs aujourd'hui, la conduite automobile, l'analyse d'images, d'imagerie médicale par exemple, sont des secteurs qui étaient considérés comme relevant de l'intelligence humaine, des secteurs où l'algorithme fonctionne de manière beaucoup plus sûre que le cerveau humain. Et ceci va se développer dans énormément de secteurs, toucher beaucoup d'emplois, mais il y a peu de secteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, mais il y a peu de secteurs aujourd'hui où on pourra affirmer que les algorithmes ne rentreront pas. Une petite révolution juste après la victoire d'AlphaGo contre le champion du monde au Go l'année dernière, qui a suivi quelques mois après cette victoire, c'est un nouvel algorithme qui s'appelle AlphaGo 0 et qui est une révolution majeure. Pourquoi ? Parce que les algorithmes qui ont battu l'homme aux échecs ou au Go ont été des algorithmes dits d'apprentissage, c'est-à-dire des algorithmes qui prennent un corpus de parties jouées par des humains, les apprennent, les rejouent, etc., et apprennent à partir du comportement humain. C'est comme ça que marchent les algorithmes de conseil à la justice, de conduite automobile, etc., etc. Et puis AlphaGo 0, c'est une idée révolutionnaire qui fait une totale abstraction de l'humain. C'est un algorithme qui part des règles du jeu de Go. Point. La seule entrée dont il dispose, c'est les règles du jeu de Go. Il ne s'appuie donc sur aucune partie jouée par des humains pour apprendre des humains. Et AlphaGo 0 bat AlphaGo à plat de couture. C'est-à-dire qu'un algorithme qui n'est pas parti de la connaissance humaine, mais qui a créé sa propre connaissance, bat un algorithme qui est parti de la connaissance humaine. Donc il y a là quelque chose de majeur. Alors certes, c'est pour le Go. Le Go peut être décrit juste par quelques règles simples, mais on met le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental qui est la capacité de penser à partir d'informations, de raisonnements qui ne viennent pas de notre sphère à nous. Et AlphaGo 0 a révélé des stratégies de Go qui n'avaient jamais été décrites dans les parties jouées par des humains. Donc quelque chose de véritablement fondamental autour de l'algorithmique et des données miroirs du monde. Alors j'en viens à l'intermédiation. L'intermédiation est vraiment le nerf de la guerre. Donc l'intermédiation, c'est l'opération de mise en relation sur un marché biface entre un producteur et un consommateur de biens ou de services. C'est quelque chose dont les services ou dont les systèmes numériques vont se saisir et petit à petit. Ça commence par le premier gros système numérique, c'est le moteur de recherche, donc quelque chose de tout à fait nouveau, qui se développe au milieu des années 90, après l'apparition du web au début des années 90. Les pages web produites se développent, on ne sait pas trop comment les classer. Il y a un certain nombre de portails qui permettent d'accéder à ces pages web, mais on voit bien qu'avec l'explosion du nombre de pages web,
l'accès aux pages web trouver la bonne page va devenir extrêmement problématique. Et vient l'idée du moteur de recherche et de l'algorithme du PageRank qui a été développé par Larry Page de Google, qui est une idée mathématiquement assez simple. Il s'inscrit dans un corpus mathématique de travail sur les matrices, mais d'un point de vue calculatoire, au moment où il le propose, plusieurs personnes vont le proposer en même temps, mais Google va gagner cette bataille-là. Au moment où il le propose, c'est quelque chose de totalement délirant. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui, mais dans la deuxième partie des années 90, faire un tel calcul suppose une capacité mémoire et une capacité de calcul qui est absolument monumentale pour un service qui, en gros, ne sert pas à grand-chose, ou peut-être servira, mais dont on ne voit pas très bien l'intérêt économique. En tout cas, il y a des gens qui y croient, qui investissent, et le moteur de recherche, ou des moteurs de recherche sont développés. Et donc, comment fonctionne un moteur de recherche? Il va sur Internet, il copie l'ensemble des pages web qu'il peut trouver grâce aux liens entre les pages, et puis il fait des calculs du lien entre ces pages, des poids des pages, et il arrive à déterminer des critères de pertinence qui permettent de donner les pages les plus pertinentes pour une requête particulière sur le moteur de recherche. Il part donc de données qui sont en fait publiques, elles sont accessibles librement par n'importe qui. Il offre un service, le moteur. Ce service est utilisé. L'utilisation du service génère des traces. Ces traces sont de nouvelles données, des données secondaires. Et ces données vont permettre de générer de nouveaux services. Et ça, c'est absolument systématique dans l'architecture des systèmes d'intermédiation. Ils partent d'un ensemble de données qui sont accessibles, qui sont soit librement accessibles, soit accessibles de manière payante. Ils offrent un service, ce service est utilisé, et les traces d'utilisation forment un ensemble de données qui leur appartient, ou au moins dont ils ont le contrôle, et ils ont l'exclusivité du contrôle, tant que la loi n'impose pas autre chose, et ils peuvent générer des services secondaires. Ce qui est intéressant dans l'exemple du moteur de recherche, outre que c'est le premier grand système, c'est que son modèle économique n'est pas du tout basé sur le premier service, mais sur le second, qui permet de profiler les utilisateurs, d'adresser la publicité de manière bien plus pertinente que de manière aléatoire, et de modifier radicalement l'économie de la publicité. On va retrouver cet élément de manière absolument systématique sur l'ensemble des activités. Alors, le moteur de recherche en soi, au moins au début, ne gêne pas grand monde. C'est quelque chose qui est nouveau, les pages web, l'indexation des pages web, etc. Et puis, petit à petit, la capacité d'intermédier des utilisateurs dans un marché biface va pénétrer des secteurs de l'économie qui sont des secteurs standards. Les taxis et la presse vont en faire les frais, les premiers, mais pour des raisons qui sont liées à leur modèle économique. Mais petit à petit, l'ensemble des marchés bifaces vont être gérés par des intermédiaires numériques qui n'ont pas d'activité, ou du moins dont l'origine est véritablement dans le monde numérique et pas dans le monde physique. C'est-à-dire que, de manière générale, les opérateurs du monde physique qui offrent un service et qui gèrent leur clientèle ou leurs usagers, etc., quel que soit le type de rapport, vont être désintermédiés
par des opérateurs numériques hors sol qui vont gérer cette intermédiation. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les intermédiaires numériques bénéficient de boucles de rétroaction qui leur sont extrêmement favorables. Et je vais donner quelques exemples de ces boucles de rétroaction. La première a à voir avec la personnalisation du service. Un acteur numérique qui a profilé une personne est capable de servir cette personne avec beaucoup plus d'efficacité qu'un système qui ne la connaît pas. Il y a beaucoup de polémiques autour de ça, mais le profilage permet, par exemple, au moteur, quand on est connecté, de servir une information qui correspond plus aux besoins de la personne. C'est facile de voir à quel point, par exemple, dans le domaine de la santé, un acteur numérique qui aura une information santé très précise d'une personne pourra lui servir une information beaucoup plus utile qu'une information générique. Et donc, c'est évident qu'on va voir les acteurs numériques, ils investissent énormément dedans, mais rentrer en conflit avec les États sur les territoires pour la gestion de la santé, comme ce sera le cas pour la gestion de l'éducation et comme ce sera le cas sur un certain nombre d'autres aspects fondamentaux. Il y a cette capacité de personnaliser le service, la capacité de recommandation. Plus un acteur numérique a d'utilisateurs, plus il est capable de comparer les profils, plus il est capable de faire des recommandations pertinentes. Et même si nous sommes frustrés ou interloqués par certaines des recommandations qui n'ont absolument aucune pertinence, globalement, ils sont gagnants. L'autre chose, c'est qu'un intermédiaire numérique est capable de monter très fortement en abstraction. Je prends l'exemple du transport. Aujourd'hui, essentiellement, nous accédons à des systèmes de transport différents et nous devons, décider quel système de transport nous allons utiliser, je ne sais pas, le train, le métro par exemple, ou une combinaison de systèmes de transport, et nous devons, calculer quel est le meilleur moyen, en manquant d'informations d'ailleurs, sur les possibles retards, les possibles embouteillages, etc. Un acteur numérique du transport va abstraire la question en aller d'un point A à un point B à tel moment et choisir le moyen le plus adapté étant donné les conditions du système, en offrant peut-être des choix à l'utilisateur, mais en ayant calculé pour lui les solutions. Certaines villes commencent à adopter des systèmes de transport uniques, donc avec une carte unique qui permet de prendre l'ensemble des moyens de transport, location de vélos, de voitures, tram, métro, etc., ou taxes sur le véhicule personnel, et qui peuvent à la fois s'adapter à l'utilisateur, à ses besoins, mais aussi s'adapter aux conditions de la ville, qui peuvent être un taux de pollution ou bien un taux d'enneigement, ou que sais-je, qui font que la ville a intérêt à ce que ses utilisateurs, ses habitants, se déplacent d'une certaine manière. Et donc cette abstraction, elle donne aussi une puissance au système numérique qui est extrêmement intéressante. Un autre aspect fondamental des opérateurs du numérique est l'introduction d'une notion de confiance qui n'est plus une confiance verticale. Quand je prends le train, je fais confiance à la SNCF pour que ses employés soient pour assurer que ses employés soient dignes de confiance, et donc je leur fais confiance dans un système de confiance verticale. Mais apparaît une nouvelle forme de confiance qui permet Blablacar, qui est la confiance horizontale, la confiance dans les pairs, jugée par les pairs. Et si je voyage en covoiturage, je vais faire confiance au chauffeur ou au passager parce qu'il a été déjà évalué par d'autres voyageurs. Cette forme de confiance est absolument fondamentale. Elle introduit, elle permet le covoiturage, par exemple, qui était une utopie irréalisable avant, mais elle va permettre des modes d'organisation différents de la société dans des formes d'organisation horizontale et non plus verticale.
Un autre aspect extrêmement important est que au temps où on avait des acteurs du taxi, par exemple, qui avaient des employés, ou peu importe le rapport formel, mais qui délivraient un service qui était le taxi, un chauffeur ne pouvait être que chauffeur. Une fois que la plateforme met juste en relation deux individus, les individus peuvent changer de face continuellement, et donc on peut être une fois chauffeur, une fois passager, ou une fois producteur de service, une fois consommateur de service. Toute l'économie du partage repose là-dessus. Et donc, on voit pourquoi les plateformes et ces services d'intermédiation algorithmique montent en puissance. Alors, je voudrais donner un exemple particulier qui est la boucle de rétroaction qui est liée à l'efficacité du moteur de recherche et qui est un principe assez simple. Quand vous tapez des mots-clés sur le moteur de recherche, d'une part, ces mots-clés sont envoyés au moteur pour vous renvoyer les pages pertinentes, mais ces mots-clés sont aussi associés à des publicités, et des publicités correspondant aux mots-clés, calculées aussi avec le profilage, apparaissent en même temps. Comment apparaissent ces publicités ? Quelles sont les publicités que le moteur de recherche renvoie pour certains mots-clés ? Le moteur de recherche met aux enchères les mots-clés, l'ensemble des mots, en fait, qui sont vendus aux enchères. Donc, si je veux que ma publicité apparaisse à l'appel d'un mot-clé, eh bien, il faut que je réponde à ces enchères sur un territoire particulier. Les mots les plus importants, plus le moteur a d'utilisateurs, plus le prix des mots-clés va augmenter. Et donc, plus le prix des mots-clés augmente, plus les annonceurs vont acheter des mots-clés sur un spectre large de mots-clés, parce que les mots les plus importants étant extrêmement chers, quelqu'un qui ne peut pas se les offrir va s'offrir des mots un peu plus éloignés, mais pertinents quand même. Et donc, l'ensemble du vocabulaire sur lequel il y aura eu des enchères va augmenter. Donc, ça veut dire que dans l'activité du moteur, le nombre de mots sur lequel sera dégagé de la valeur va augmenter. Et donc, les revenus du moteur vont augmenter, et donc l'investissement du moteur va augmenter, le nombre d'utilisateurs va augmenter. Et donc, on a une boucle de rétroaction positive qui explique ces mécanismes qu'on voit de manière assez régulière, qui explique pourquoi on aboutit à des systèmes qui dominent le marché, c'est-à-dire que on n'a pas une multitude de petits systèmes sur un marché, on a quelques grands systèmes, parfois un seul, et puis après un phénomène de loi de puissance avec une longue queue de tout petits systèmes, mais il y a une disproportion majeure entre les systèmes qui ont réussi et ceux qui vont être tout à fait mineurs. Alors les acteurs qui gèrent l'intermédiation algorithmique sont en général appelés des plateformes. Ils ont une architecture assez particulière et leur place économique est fondamentale. Il y a une dizaine d'années, les 10 premières capitalisations boursières au niveau mondial devaient contenir à peu près une moitié de pétroliers, de la pharmacie, de la banque, de la construction automobile. Aujourd'hui, les 7 premières capitalisations boursières, d'abord il n'y a plus de pétroliers dans les 10 premières, mais les 7 premières capitalisations boursières sont toutes des plateformes d'intermédiation. Donc cette industrie a pris, donc c'est Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, Alibaba, j'en oublie une, je crois. Donc on voit la force
économiques qu'ont développé les plateformes. L'autre chose sur l'architecture des plateformes qui est extrêmement intéressante, c'est qu'ils offrent des services qui sont essentiellement des services essentiels, sur lesquels, donc sur l'infrastructure desquels des développeurs peuvent créer leurs propres services. Et donc on a essentiellement une plateforme, ça peut avoir 1000 employés au cœur de la plateforme, 1 million de développeurs et 1 milliard d'utilisateurs. Google, c'est 60 000 employés. Facebook, c'est 10 000 employés. Et le nombre d'utilisateurs est de l'ordre d'1 ou 2 milliards. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans la forme, c'est-à-dire que c'est vraiment un service. La plateforme porte son nom de plateforme parce qu'elle supporte en fait la création de services par-dessus les services essentiels qu'elle offre. Il y a quelque chose d'assez commun avec l'électricité, au fond, qui permet essentiellement de générer n'importe quel type d'industrie sur la base de l'électricité. De même, les plateformes numériques, avec leurs services de base, permettent de générer des industries complètement différentes et elles offrent un service essentiel. Un dernier mot sur les plateformes. Leur objectif est de recueillir le maximum de données possibles, le maximum d'utilisateurs possibles. Et donc pour ça, les lois de ce monde sont les lois de l'intermédiation ou de la désintermédiation. Ce qu'il faut faire, c'est en fait être le lien direct avec l'utilisateur. Je donne un exemple particulier, mais précis. Quand je cherche un film, par exemple, sur le moteur de recherche, Google me géolocalise et il me donne les séances, les salles et les séances où je peux voir ce film. C'est très pratique. En faisant ça, il a complètement désintermédié les salles de cinéma où les gestionnaires de ces salles qui, autrefois, par les visites qu'ils avaient sur leur site, pouvaient estimer que le nombre de visiteurs, ou l'intérêt d'un film était plus ou moins grand et le nombre de visiteurs allait être plus ou moins grand parce que le nombre de visites sur leur site permettait de mesurer le nombre de visiteurs. Aujourd'hui, plus personne ne va sur le site d'un cinéma parce que ce n'est pas la peine, Google offre l'information. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental de cette industrie. Il faut se positionner d'une manière qui désintermédie l'autre, ce qui est d'une manière un art, c'est pas facile. Facebook pourrait tout à fait se faire désintermédier à son tour. Rien n'est jamais gagné dans ce monde, mais c'est vraiment la règle, c'est de se placer dans une centralité et de faire que les données, les utilisateurs passent par soi ou de ne pas se faire désintermédier, ce qui est le cas de la presse. Donc, pour conclure sur les plateformes, c'est une nouvelle forme de gestion, d'administration, de gestion des interactions dans toutes les sphères et qui va pénétrer toutes les sphères non seulement de l'activité économique, mais y compris des activités qui relèvent de la compétence de l'État. À ce sujet, un exemple, Alibaba, donc la plateforme d'échange chinoise, qui est dans les 7 premières capitalisations mondiales aujourd'hui, qui a un débit qui est supérieur à Amazon et eBay mis ensemble, génère bien sûr, parce que c'est une plateforme d'échange commercial, des conflits. Alibaba a développé une plateforme de gestion de ces conflits qui permet de les gérer beaucoup plus rapidement, en ligne, avec non pas un rendez-vous dans un tribunal, mais un rendez-vous en ligne, et évidemment traite l'ensemble des données associées, et on peut imaginer qu'une partie de ces conflits seront gérés par l'intelligence artificielle d'ici très peu de temps, et donc automatiquement.
Alors, j'en viens à la question du paradigme. Essentiellement, le réel a changé. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans les révolutions scientifiques. On fait des expériences. Les expériences ne semblent contradictoires avec le modèle qu'on a. On ouvre des exceptions dans le modèle qu'on a, et puis on essaye d'arranger à peu près les choses. Et puis, petit à petit, on est obligé de créer un autre modèle. Mais on est exactement dans cette situation. Les données dont j'en ai parlé introduisent cette autre vision du monde où on a une image miroir. Donc je vais être très vague par les données, et je vais considérer les données indépendamment de qui les possède, qui les contrôle et où elles sont stockées, supposons les données de manière générale. Mais les données offrent aujourd'hui une image du monde en temps réel. Les opérateurs de la donnée savent que nous sommes tous réunis dans cette salle à l'heure qu'il est. Et ces données, disons qu'elles sont dans le nuage, elles créent une nouvelle réalité. Moi, j'en parle en termes de sphères, donc je parle de datasphère, mais certaines personnes en parlent de continent. C'est un espace dans lequel on peut travailler. Les entreprises du numérique s'installent sur ce continent. Elles partent du continent de la donnée et elles développent dans le continent de la donnée. Les entreprises du vieux monde ont les pieds dans le monde physique, essayent d'informatiser leurs services de manière assez malheureuse. Aujourd'hui, on est dans une époque d'informatisation malheureuse, très bureaucratique, très tatillonne, qui est un calvaire pour les utilisateurs, avec des DSI de plus en plus angoissés par les attaques, etc., etc. Et de l'autre côté, on a les entreprises du numérique qui offrent des services toujours plus faciles à utiliser les uns que les autres. Mais il y a véritablement deux espaces différents, celui de la donnée, disons le continent de la donnée, et puis celui des opérateurs du monde physique. Quand les villes françaises ont commencé à développer le vélo partagé, elles ont demandé à un acteur du vieux monde de développer des solutions, et cet acteur du vieux monde était un acteur qui installait des infrastructures dans l'espace public. Il a donc installé des infrastructures dans l'espace public où les vélos étaient attachés. Quand les villes chinoises ont commencé à développer des vélos partagés, ils ont demandé à des opérateurs du Nouveau Monde de développer des solutions de vélos partagés. Et donc, ce qu'ont fait ces opérateurs, c'est d'attacher les vélos dans la sphère numérique, pas dans la sphère physique. C'est-à-dire qu'un vélo, et donc on voit ces nouvelles formes apparaître dans les villes françaises maintenant, mais l'idée, c'est qu'on peut attacher un vélo sur une borne physique à laquelle il est relié, mais on peut aussi l'attacher de manière purement numérique aux données. Pourquoi ? Parce que le vélo est rempli de capteurs et donc il est facile à détecter dans l'espace public, indépendamment de l'endroit où il est attaché. D'autre part, parce qu'il a un cadenas qui se ferme avec un geste physique et qui s'ouvre avec un geste numérique. Et pour l'ouvrir, il faut obtenir la clé numérique sur une application. Mais cet exemple-là est révélateur, en fait, de deux manières de penser. Celle de l'ancien monde qui attache sur le monde physique et celle du nouveau monde qui peut attacher un vélo dans l'espace numérique. Alors évidemment, le coût et le poids du vélo n'est pas du tout le même pour un vélo qu'on veut faire robuste et donc attaché d'une manière où physiquement on peut vandaliser le vélo, bien sûr, mais
il est très difficile de le détacher. Donc on va voir cette notion de construction dans l'espace numérique, construction dans l'espace physique pour les entreprises, les administrations, etc., qui ont une activité aujourd'hui complètement divergée. Et c'est extrêmement difficile dans la période qu'on traverse aujourd'hui pour les acteurs du vieux monde, et je m'excuse pour cette expression, de faire cette transition numérique dont on parle beaucoup. Et c'est difficile pour de très nombreuses raisons, et en particulier aussi des raisons de sécurité. Alors les frontières. Il y a tout un tas de choses, de concepts qui semblaient autrefois avoir un sens, une définition dont on ne sait plus trop aujourd'hui où sont les limites. C'est vrai du vrai et du faux. Tout ce mouvement autour des fake news, au fond, il n'est pas nouveau. Les fake news ou le contrôle de l'information, le fait à la fois de bloquer, de censurer des informations ou de répandre des informations qui sont fausses, a toujours existé et a toujours été utilisé. Ce qui a changé, c'est le contrôle. Là où nous avions un contrôle national sur les détenteurs de la vérité, qui pouvaient être les organes de presse, les partis politiques, les instituts scientifiques, etc., nous n'avons plus ce contrôle qui est aux mains des opérateurs du numérique et qui, pour une part, dépasse par les formes, les nouveaux usages qui sont faits sur ces systèmes, dépassent également leur contrôle. Et on le voit dans la polémique autour de l'élection américaine en particulier, mais aussi dans les tentatives législatives qui touchent notre pays sur les périodes électorales, par exemple. Même chose sur la guerre et la paix. Là où on avait une certaine définition et des juridictions internationales qui définissaient ce que c'était que la guerre et la paix, le droit de riposter, etc., on est dans un domaine beaucoup plus flou de l'espace cyber. On voit que les États s'organisent, que des tentatives de développement d'une nouvelle philosophie, en particulier autour des manuels de Tallinn, qui sont faits dans le cadre de l'OTAN, d'une nouvelle stratégie autour des attaques cyber se fait jour, avec des très grandes différences, puisque les Américains laissent la capacité de riposte à n'importe quel acteur attaqué, là où les Européens pensent que la capacité de riposte doit dépendre de l'État et ne peut pas être le fait d'une entreprise, par exemple. Donc, pour l'instant, des philosophies très différentes. Mais en fait, une attaque cyber, ça se montre très en amont. Il faut d'abord pénétrer les systèmes adverses. Il se met des virus qui sont discrets et qui ne font rien, en fait. Et donc, on ne sait plus trop si on est dans un état de guerre ou pas dans un état de guerre. Même chose sur la sphère privée. Là aussi, il y a un changement d'équilibre. À la fois, l'État renforce son dispositif de surveillance des individus, mais les compagnies, les plateformes, elles, récoltent énormément de données personnelles et créent des polémiques. Et il y a une interrogation sur où est la sphère privée et donc toute cette réflexion autour de la vie privée. Et puis, le territoire national lui-même, à partir du moment, et donc pour tout un tas d'autres raisons aussi, voit ses frontières remises en cause et la souveraineté fragilisée, mais toutes les lois qui touchent les données, que ce soit la directive européenne ou le Cloud Act
récemment passé aux États-Unis, sont des modèles de pouvoir extraterritorial sur les données en fonction des données de qui c'est, d'où elles sont stockées, etc., etc. Et donc on voit que par les données, par les systèmes numériques, se définissent, se mettent en place de nouveaux territoires. Il y a quelque chose d'impensable autour de ces questions. Pourquoi ? Je vais vous poser une question très simple, mais si je vous demande si Google est un opérateur important, vous allez me dire oui. Si je vous demande de le cartographier, de représenter sa puissance sur une carte, alors là, on ne sait pas faire. On sait représenter, on a une vision de la géographie qui est basée sur une cartographie qui est liée à des cartes, donc des surfaces à 2 dimensions, les unes collées aux autres. On peut représenter des mouvements, des échanges, on met des flèches entre ces nations et on montre leurs échanges, mais on ne sait pas faire ça sur les données. D'ailleurs, les grandes agences internationales, que ce soit l'OCDE, la Banque mondiale ou d'autres, quand elles mesurent les relations entre les nations, les échanges entre les nations, elles mesurent les échanges de personnes, de marchandises, les flux financiers, etc. Mais rien n'est dit sur les données. On a des conflits sur la fiscalité, mais en fait, on ne sait pas mesurer, par exemple, aujourd'hui, quelle est la partie de l'économie française qui est décidée dans la baie de San Francisco, par exemple. Ou bien, quelle est la valeur ajoutée que la baie de San Francisco dégage sur une activité en France. En fait, on ne sait pas mesurer ces choses-là. Et on ne sait pas mesurer ce qu'est Google. Or, le bon moyen de le représenter, de le visualiser, de le mesurer est probablement d'inverser les dimensions d'une carte. C'est-à-dire que nous voyons des cartes comme des surfaces avec des flèches qui modélisent des échanges. Donc la base, c'est vraiment ces surfaces. Il faut probablement changer les cartes. Et donc il y a plein de tentatives dans ce sens, mais aucune n'est très concluante aujourd'hui. Et représenter en fait les réseaux, les nœuds, les échanges, la manière dont ils touchent une partie de la population. Et on comprendra la centralité de ces acteurs. Si on prend Google, par exemple, c'est un bon exemple, une partie tout à fait fondamentale des échanges dans le monde transite par Google. Pour des tas de raisons, et des tas de raisons liées à la désintermédiation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça fait de Google un nœud absolument central, beaucoup plus central que la plupart des États, si on se base sur la quantité de données et donc le pouvoir que donnent les données dont il dispose. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui est lié à la cartographie, à la représentation qu'on se fait du monde. Et si on continue à raisonner sur des cartes, eh bien, on ne comprend rien à la puissance numérique. Ceci m'amène à la géopolitique. Et donc, en matière de géopolitique, on assiste à quelque chose qui est très frappant dans le numérique, qui ressemble un peu à la force de frappe nucléaire. C'est-à-dire que si on... dans le domaine nucléaire, il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à fabriquer la bombe, et puis ils se sont en gros mis d'accord que sa prolifération était un danger, et ils ont empêché les autres essentiellement de la développer. Dans le numérique, pour l'instant, il y a un certain nombre de pays qui se sont dotés de grandes puissances, enfin de capacités de puissance numérique, et ils sont peu nombreux. Il y a 2 grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Il y a des puissances, la Russie, le Japon et la Corée, par exemple. Et puis, il y a des territoires qui ne disposent essentiellement d'aucune force de frappe numérique, et c'est le cas en particulier du territoire européen. Il n'y a sur le territoire européen à peu près aucune entreprise dans le numérique. En tout cas, pas de taille importante. Il y a des entreprises en informatique, ce qui n'a rien à voir. Ça suscite un certain nombre de questions.
Ça suscite des conflits sur la fiscalité, mais les conflits sur la fiscalité seront résolus à terme. Ça suscite des conflits sur les valeurs, celle de la vie privée peut-être. Ça suscite aussi des inquiétudes sur la capacité d'imposer de nouvelles normes. Et donc on voit les législations évoluer sur des sujets comme la propriété intellectuelle, mais on va voir la législation autour du travail évoluer sous l'influence des plateformes. Donc, beaucoup de sujets absolument fondamentaux, mais quand même aussi des questions. La place de l'Europe est très singulière, de par sa puissance économique et sa puissance intellectuelle. Son absence est remarquable. Pourquoi l'Europe est absente de cette industrie ? Est-ce que l'Europe va rester absente de cette industrie et dépendre complètement des États-Unis ? Sont des questions absolument importantes. Et on a vu d'Europe une image des États-Unis et de la Chine comme très antagonistes au niveau du numérique. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui rapprochent les États-Unis et la Chine dans le numérique que de choses qui les séparent. Et si on met certains éléments frappants comme free speech ou l'ouverture du réseau de côté, eh bien, on voit une ambition nationale de contrôler le territoire national. Ça vaut pour les deux pays. On voit une ambition de s'implanter le plus possible à l'étranger, de récolter le maximum de données de l'étranger. Ça vaut pour les deux pays, les États-Unis ayant une très nette avance sur la Chine. Et puis des rapports entre le système de surveillance de l'État et le système d'ailleurs de mise en place de nouvelles normes, et puis les grands acteurs que sont les plateformes. Là aussi, on trouve entre la Chine et les États-Unis des points communs. Alors, je vais conclure sur les questions de société du contrôle. Un sujet très abordé qu'on voit revenir en permanence avec une certaine angoisse sur la perspective 1984. J'aimerais revenir sur quitter un peu la tension qui règne aujourd'hui sur les problèmes de surveillance et les débats qui ont lieu aujourd'hui pour revenir à la fois plus en arrière dans l'histoire et puis regarder un peu plus vers le futur. Si on regarde l'évolution des technologies de l'information depuis le début du XIXe siècle, eh bien, on observe que ces technologies qui vont offrir de nouveaux services, que vont être le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision, etc., on retient beaucoup ces nouveaux services, c'est ça qu'on voit, mais en fait, ces technologies accompagnent une complexification qui est due à la révolution industrielle. Faire un train, c'est maîtriser la machine à vapeur. En faire deux, c'est maîtriser l'information. Et donc, tout au cours du XIXe siècle, on va assister à un certain nombre d'accidents. Certains seront dus à des problèmes mécaniques, mais d'autres seront dus fondamentalement à des accidents qui étaient des accidents d'information. Et donc, les technologies de l'information accompagnent une complexification de la société due en particulier au développement de nouvelles technologies, mais pas seulement. Si on se projette dans le futur, on assiste à une très forte complexification de la société. Alors pourquoi ? Avec le numérique, on assiste à une complexification qui est due au fait que les interactions sont beaucoup plus nombreuses, ou la potentialité d'interaction est beaucoup plus nombreuse. Si je prends
simplement mon smartphone me met en relation directe et potentiellement permanente avec un grand nombre, ou un certain nombre de mes semblables, plus qu'avant l'existence du smartphone, mais aussi avec un grand nombre de services qui recueillent de la donnée et qui me mettent dans une interdépendance avec ces services. C'est-à-dire que si on pense en termes de réseau, chaque nœud du réseau, qui peut être une machine, un humain ou toute autre chose, une place publique, une parcelle de terre, etc., est connecté et en relation, échange des données avec, et donc va dépendre d'autres acteurs. Et c'est ces interdépendances qui se complexifient avec le numérique. Mais si je reviens à la question de l'écosystème naturel et le fait que les conditions de la vie humaine sur Terre deviennent ou vont probablement devenir beaucoup plus compliquées, nous allons devoir mesurer les interactions de nos activités avec l'écosystème naturel et non plus seulement du point de vue économique et social, mais aussi du point de vue de son impact sur l'écosystème naturel, et pas seulement de son impact négatif, mais aussi de la capacité à soigner, je mets le mot entre guillemets, l'écosystème naturel. Et donc on voit en fait un système d'interdépendance beaucoup plus complexe parce que le nombre d'interdépendances a augmenté. Et ce n'est pas plus compliqué, c'est plus complexe. Il ne serait pas raisonnable d'avoir une ambition de le simplifier. Il faut au contraire attaquer cette complexité. Attaquer dans le sens traiter la complexité, l'accepter et la traiter. Je vais donner un exemple qui est lié à l'électricité, à l'économie de l'électricité. Nous avons aujourd'hui cette vision de l'électricité qui est que nous avons un producteur, je simplifie le modèle économique français tel qu'il est devenu, mais nous avons un producteur-distributeur unique, disons, dont la fierté est d'être capable de répondre à la demande, de produire en fonction de la demande. On le voit chaque fois que nous avons un hiver rigoureux, la presse titre qu'EDF a battu ses capacités de production. Or, nous allons probablement évoluer vers un système complètement différent où, au lieu d'avoir un producteur unique, nous allons avoir des millions de producteurs, chacun d'entre nous avec nos panneaux solaires ou d'autres systèmes, et ces millions de producteurs vont alimenter un réseau. Ce sont des producteurs peu fiables, contrairement à ce qu'a été EDF jusqu'à aujourd'hui, qui vont devoir délivrer l'électricité à un réseau. Et donc, il va falloir intermédier entre des producteurs et des consommateurs sur un marché biface avec une intermédiation algorithmique que gérera une plateforme hors sol, très probablement. Mais nous allons changer de logique parce que nous allons passer d'une logique qui répond à la demande et qui produit en fonction de la demande à une logique qui distribue la production en fonction de la production. Et ce système va donc gérer des priorités, assurer l'alimentation des infrastructures critiques avant d'autres infrastructures, assurer dans une maison les systèmes critiques qui sont les machines du froid, par exemple, devant d'autres infrastructures, etc. Et donc on voit qu'on passe d'un système beaucoup plus complexe dont la gestion est complètement, est dans une logique de production de production et distribution complètement différente. Cette intégration des données de l'écosystème, de l'interaction avec l'écosystème naturel et des données socio-économiques semble monter en puissance en Chine. On parle beaucoup du système de personal scoring en Chine. La presse, d'ailleurs, la presse française, il y a quelque temps, il y a 6 semaines ou 2 mois, a fait ses titres sur le fait qu'on ne pouvait pas prendre un avion en Chine si son personal scoring n'était pas bon. C'était curieux comme couverture de presse parce que c'était exactement la même chose chez nous.
On ne peut pas monter dans un avion si la liste de passagers n'a pas été validée par une société qui valide effectivement, qui garantit, ou qui dit qu'elle n'a pas de connaissance sur la dangerosité d'un passager. Donc c'est la même chose. Ouais, c'est très proche. Mais ces systèmes de personnel scoring se développent un peu partout de manière insidieuse. Ce qui est frappant en Chine aujourd'hui et que nous ne regardons pas beaucoup, c'est l'intégration d'une surveillance sociale globale à une surveillance écosystémique, et donc le lien qui est fait entre la responsabilité sociale et la responsabilité écosystémique, et qui se met en place avec la proposition de PIB vert que fait la Chine et qui serait mesurée par ces systèmes. Voilà, je vais conclure juste sur un mot. Il y a vraiment une question qui est où va-t-on? C'est clair qu'on est pour l'instant dans une zone de turbulence forte. Et en fait, quel est l'endroit de la planète où ces questions-là sont pensées, mais pas seulement pensées, mises en œuvre aussi. Et à mon sens, si je devais faire un pari, je parierais que c'est en Chine que l'avenir du numérique et l'avenir commun, notre avenir commun du numérique, pas seulement pour la Chine, se met en place. Et puis, un dernier mot, si j'ai mis cette image de la Terre, qui je crois est la première image, la première vue complète que nous avons faite de la Terre, qui date du début des années 70, c'est parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, même si la révolution numérique est vraiment liée, la création des grandes entreprises, des grands acteurs et des grands services date vraiment de la fin des années 90, c'est au début des années 70 qu'on commence à recueillir beaucoup plus de données, que sort le rapport du Club de Rome sur la fin de l'opulence, et puis qu'apparaissent les premières images de la Terre. C'est pas rien de faire une photo de notre planète vue de l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment à partir de cette date-là que s'engage une autre perception, qu'il y a suffisamment de données pour faire des modèles, et qu'on commence à avoir des modèles du climat, des ressources, qui sont des modèles globaux et qui guident notre pensée aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.